Salut à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 15 de podcast. Comme tous les lundis, évidemment, c'est Podium. On se retrouve aujourd'hui avec Jérôme pour parler de 3 sujets de l'actualité. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, Jérôme? Salut Julien. Alors aujourd'hui, on va parler de thèmes qui, pour la plupart, vous les connaissez, mais il y en a un par lequel on commencera qui s'appelle le ghostwriting. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est assez intéressant. On va reparler un petit peu de LinkedIn et des travers que peut engendrer la plateforme. On viendra ensuite avec Google qui fait un bon coup de ménage au niveau des applications et un peu à tout niveau, et ça rejoindra ce que tu as dit la semaine dernière. Et on reviendra aussi sur la disparition annoncée de tout ce qui est podcast, toutes les applications sonores qui étaient dans Facebook. Top. Eh bien, on commence. Alors, cette troisième place du podium qui nous vient d'un article du site businessinsider.com qui parle de l'évolution des ghostwriters sur LinkedIn. Donc, les ghostwriters, j'ai plus le terme exactement en français, comment on appelle ça, mais dans tout ce qui est écriture de romans, dans tout ce qui est écriture de contenu, vous savez que parfois, c'est pas la personne qui a son nom sur le bouquin qui écrit vraiment le livre. C'est des écrivains derrière qui écrivent pour eux, mais il y a à peu près la même méthode sur LinkedIn. Vous voyez toujours ces gens qui produisent beaucoup de contenu sur LinkedIn et vous dites toujours, c'est souvent des CEO, c'est souvent des influenceurs, comment ils ont le temps, comment est-ce qu'ils font? Jérôme, explique-nous un peu tout ça. Oui, mais donc voilà, c'était un article, pour une fois on a payé pour l'article, hein, j'avoue on a mis $1 pour acheter l'article, donc il faut valoriser le contenu aussi, donc voilà, de temps en temps ça fait plaisir de le payer pour ça, mais donc la thématique est connue, ce que tu disais toi au niveau des romans. On entend des gens qui écrivent des parties pour d'autres ou qui écrivent des romans. Voilà, ça vous est peut-être arrivé à l'UNIF que quelqu'un d'autre fasse votre mémoire ou des TFE ou quoi que ce soit. Ici, ça s'applique aussi à LinkedIn. Et donc, on parle souvent des influenceurs, des gens qui sont créateurs de contenu. Vous avez peut-être des gens que vous suivez qui sont voilà, un petit peu les superstars. On a déjà parlé des posts qui ennuient un petit peu parce que c'est les posts kilométriques qui font de tout et de rien, qui font la pluie et le beau temps. Ici, dans le ghostwriting, c'est ce même phénomène qui est appliqué à LinkedIn. Donc, vous avez des gens qui sont payés. Et ici, on vous fait un petit peu une ordre des devis. Les gens qui en parlent, ici, dans les témoignages qui ont été recueillis, ce sont des gens qui facturent entre 500 et $700 de l'heure. Donc, on est au niveau, ce qu'il disait ici, on est au niveau des avocats les mieux payés. Donc, ça vous montre qu'il y a vraiment un marché, je ne sais pas si c'est un marché de niche, mais en tout cas qui se développe, qui est hyper valorisé en termes de tarifs horaires, et dont le but est effectivement de créer du contenu qui va être destiné à des CEO, à des influenceurs qui n'ont pas forcément le temps de le faire. Dans les profils qu'ils mentionnent ici dans l'article, c'est soit des freelances comme toi et moi, on pourrait se recycler dans les critères de contenu. Ça va être aussi d'anciens journalistes qui vont le faire. Et par rapport aux tarifs, qui peut vous sembler juste dingue, effectivement, il y a de tout, il y a à boire et à manger. Il y a de temps en temps des gens qui me disent, voilà, avec $700, il y a un poste qui m'a pris 30 minutes, donc c'est hyper rentable à l'heure. Ça, c'est clair que si on pouvait tous facturer 700 de l'heure, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Mais voilà, de temps en temps, il y a quand même, de temps en temps, ou souvent, il y a quand même un travail de recherche. Il faut se documenter, pouvoir parler de certaines choses. Il faut s'imaginer que vous écrivez à la place d'une personne influente, à la place d'un CEO. Donc, ça demande effectivement un travail. Ce travail que eux valorisent à un tarif horaire qui est effectivement en dehors de toute commune mesure des standards au niveau des tarifs freelance. Mais je trouve que le phénomène est intéressant de se rendre compte que, de nouveau, par rapport à ce que vous voyez, tout le monde n'est pas le producteur du contenu. Vous avez des gens qui sont payés pour le faire à votre place et des gens qui sont payés, voilà, c'est tout ce qui est création, tout ce qui est visibilité sur la plateforme. On sait que c'est important, on sait qu'on a des gens qui sont vraiment à se positionner là-dessus. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des métiers qui apparaissent par rapport à ça. On a les influenceurs qui existent sur des plateformes comme Facebook, comme Instagram, comme TikTok. On a des gens qui font de l'influence, mais qui payent des gens pour eux-mêmes avoir de l'influence sur la plateforme. Ouais, exactement. Si tu me fais penser, j'avais eu une ou deux personnes comme ça dans mon réseau LinkedIn qui étaient des ghostwriters et qui ouvertement parlaient de ce boulot-là. Je pense que ce serait cool peut-être de rentrer en contact avec eux et leur donner la parole. C'était un ghostwriter francophone, j'ai plus le nom, mais je vais le retrouver. Et peut-être ce serait cool de l'inviter justement pour venir débattre de ce sujet-là avec vraiment quelqu'un qui le fait et voir un peu l'envers du décor. Mais effectivement, comme tu dis, maintenant il y a des nouveaux métiers qui se créent. S'il facture à ce prix-là et que des gens le payent à ce prix-là pour le faire, pourquoi ne va-t-il pas le faire? À un moment donné, tout le monde est gagnant, donc c'est assez intéressant. Et je rebondis sur une image que je t'avais partagée dans la semaine, Jérôme. C'était un graphique qui montrait tout simplement, donc en bas à gauche, qu'on n'a pas beaucoup d'influence et qu'on n'est pas très connu,
le type de poste, la qualité des postes, jusqu'au moment où on est un gros influenceur très connu avec plein de choses et qui montre que finalement, en général, Stéphane, au plus on est connu, au plus on a d'influence, au plus les postes deviennent bateaux et on enfonce des portes ouvertes parce que c'est le genre de poste sur lesquels les gens like et interagissent. Donc c'est assez rigolo, on vous le mettra en commentaire, ça m'a fait penser à ça. Mais ouais, nouveau boulot, comme il y en a encore plein d'autres. Hein. On parlait l'autre jour, il y a maintenant des croupiers dans le métaverse, il y a des vendeurs immobiliers dans le métaverse aussi. Enfin, il y a plein de nouveaux métiers qui se créent. Ben, ça, c'est un parmi tant d'autres qui n'est pas nouveau. Voilà, Mais ouais. juste se rendre compte effectivement que ça existe. Donc de nouveau, on avait parlé des postes qui étaient un petit peu bateaux, des postes qui engagent pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Il y a pas mal de gens qui nous avaient donné des commentaires là-dessus en disant j'en peux plus de ces postes avec des sondages, les postes kilométriques. Bah ici de nouveau, je vais pas dire qu'on enfonce une autre porte sur LinkedIn. On n'a rien contre LinkedIn, hein, donc on est très gentil avec la plateforme. Mais c'est de nouveau intéressant de se rendre compte, je vais pas dire des dérives, mais de où on en arrive effectivement pour avoir de l'influence, pour avoir de la visibilité. Et je pense que c'est ça le point principal de l'article. C'est vraiment de se rendre compte, bah, quand tu parlais des croupiers dans le métaverse, on est capable d'inventer tout. Pour autant que ça soit rentable, si on le fait, c'est qu'il y a une raison pour laquelle on le fait. Si on paye ce prix-là, c'est que ça reste rentable d'une manière ou d'une autre. En tout cas, j'espère pour les gens qui le payent, qui payent ce prix-là, que ça reste rentable à leur niveau. Donc, c'est vraiment ça le point central de cet article. Et donc, si le sujet vous intéresse, effectivement, on peut essayer de retrouver le contact que tu avais dans ton LinkedIn de ce ghostwriter pour voir un petit peu. C'est un peu comme les spin doctors, hein, si vous voulez, en politique. C'est les gens qui vont écrire des discours, qui vont faire les choses pour vous, qui vont vous positionner. Donc, il faut l'imaginer à ce niveau-là aussi au niveau de LinkedIn. Donc, si vous avez d'autres sources sur le sujet, si vous connaissez des gens qui le font, n'hésitez pas à le partager avec nous aussi. Ouais, comme tu dis, je le répète aussi, LinkedIn, on vous aime beaucoup, d'accord. C'est vrai qu'on a on a parlé pas mal de LinkedIn ces derniers temps pour un peu mettre en exergue ces différentes choses qu'on remarque, mais on vous aime beaucoup LinkedIn. On va continuer à faire du contenu sur LinkedIn, donc ne nous blacklistez pas non plus, s'il vous plaît. Ne nous faites pas ça. Ok, Jérôme, on passe sur le deuxième article alors de ce podium, la deuxième place. On parlait de la semaine passée de la nouvelle politique de Google qui, finalement, quand vous faisiez des annonces qui n'étaient pas OK par rapport aux règles de Google, vous envoyez un avertissement, 2 avertissements, 3 avertissements et puis vous bloquez le compte. Eh bien, justement, la semaine passée, ils ont sorti leur grande étude 2021 qu'ils appellent Ad Safety Report 2021, dans lequel ils parlent un peu justement de la safety des annonces et notamment des annonces qui ont été rejetées par Google. Et accrochez-vous bien, en 2021, Google a retiré 3 milliards d'ads de sa plateforme. Il mentionne pas ici si c'est du search, du display, du YouTube, on n'a pas les infos plus en détail ici, mais 3 millions d'ads. Et ils ont bloqué le compte de 5,6 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc des comptes Google Ads qui respectaient pas les conditions, qui respectaient pas ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire avec les annonces. Et bien ces comptes-là ont été tout simplement cleanés de la plateforme. Et donc Google s'efforce aussi de garder sa plateforme assez propre et de faire que les advertisers comme nous puissent pas faire n'importe quoi avec la plateforme. Et au bout d'un moment, si les règles sont pas respectées, comme dans tout business, il y a de la fraude, et bien Google essaye de cleaner ça. Ce qu'il faut savoir ici derrière, c'est que quand Google bloque des comptes ou quand Google retire des annonces, c'est de l'argent qu'ils perdent quand même. Donc pour qu'ils le fassent, c'est qu'il y a vraiment des bonnes raisons, parce qu'ils vont pas se tirer une balle dans le pied non plus. Donc s'ils le font, c'est vraiment que ça ne respecte pas du tout les règles. Et donc ici, ils nous mettent un petit peu le type d'annonces qui ont été le plus finalement retirés et bannis sur l'année 2021. Et c'est toujours les mêmes thèmes. C'est ceux que je vous présentais l'année passée. Pas l'année passée, la semaine passée plutôt. C'était des annonces qui ne respectaient pas tout ce qui était trademarks et copyright. Donc vous réutilisez des marques que vous pouvez pas ou des images que vous pouvez pas. Ça, c'est la première cause. Et ensuite, il y a tout ce qui est jeu d'argent, tout ce qui est alcool, tout ce qui est santé. Ça fait partie du top 3 et 4. C'est ce que je vous disais aussi. Ces catégories-là, il y a des règles, il faut avoir des licences pour pouvoir le faire. Par exemple, pour le gambling, il faut être affilié à un casino. Par exemple, pour la Belgique, être affilié à un casino physique pour pouvoir le faire. Donc, si vous voulez faire des pubs de gambling, elles passeront pas. Sauf si vous êtes affilié à un casino. Pour l'alcool, c'est pareil. Donc ici, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces règles et donc qui lancent un tas de pubs et puis toutes ces pubs sont refusées. C'est ça qui gonfle aussi les chiffres. Ça vient aussi du fait que les gens ne connaissent pas 100% les règles. Ce qu'il faut savoir ici, on est sur une partie du scope qui est, Google a supprimé des ads et a bloqué des comptes. Par contre, vous savez aussi, il y a beaucoup de problèmes sur le réseau display. Donc, display, c'est les banners que vous voyez s'afficher sur les sites, notamment sur les sites de news. Et de ce côté-là aussi, Google a été faire son petit nettoyage. Et en gros, ils ont
c'est ce qu'ils mettent ici, ils ont empêché la publication de 2 milliards de publicités sur des pages ou des sites qui n'étaient pas en règle simplement avec les standards Google, pour tout simplement que les publicités des publicitaires n'aillent pas s'afficher sur des sites bizarres ou des sites qui sont faits explicitement pour faire de l'ad fraud, des genres de trucs. Donc voilà, Google essaye de travailler un peu des deux bords, il fait un peu la police au niveau des publicitaires, il fait un peu la police au niveau des sites sur lesquels les bannières peuvent s'afficher. Et donc, voilà, ils essayent de garder ça un petit peu propre pour que, voilà, quand vous et nous faisions des pubs sur les plateformes, eh bien, on sache qu'on s'affiche dans un environnement qui est plutôt safe, et nous, de notre côté aussi, on peut pas faire n'importe quoi au niveau des pubs. Donc, c'était un bon rebondissement par rapport à la semaine passée pour dire que, voilà, Google fait son boulot de police et son boulot de cleaning malgré tout, et qu'on peut pas faire n'importe quoi sur ces plateformes-là. Donc, je sais pas si on pourra peut-être trouver les chiffres, Jérôme, à l'occasion pour Facebook. Je sais pas si Facebook donne ces chiffres-là, mais ce serait peut-être intéressant de les comparer. Parce que je pense que Ouais, ouais, vas-y, je t'en prie. non, ce que j'allais dire sur Facebook, de temps en temps, tu reçois du crédit en retour où on te met un petit banner en disant voilà, il y a eu X fraude et toi, tu reçois un petit peu des cents en retour. Mais t'as pas vraiment de moyen de te prémunir ou Facebook, à ma connaissance, ne communique pas ou rarement sur le sujet. Ce qu'il faut par contre faire attention, je rejoins 2 points que tu as mentionnés ci-dedans, notamment au niveau des pubs. Le fait de mentionner Facebook ou Instagram dans votre pub, automatiquement, votre pub est coupée. Donc, au niveau trademark, vous n'avez pas le droit de citer « Venez liker ma page Facebook » ou « Venez cliquer sur Facebook ». C'est des choses qui sont en dehors des guidelines. Et donc, c'est important, effectivement, quand vous faites des publicités ou si vous travaillez avec une agence, que l'agence soit au fait des règles qui sont essentielles ou basiques sur la plateforme pour pas vous vendre une recommandation qui, de toute façon, n'est pas applicable derrière. Et un autre point qui est important, c'est aussi de se prémunir de certains clics frauduleux, et tu en as parlé. Dans tout ce qui est placement au niveau du Meta Business Manager, on a l'Audience Network, donc le réseau partenaire, qui vous permet de faire la publicité de nouveau en dehors de la plateforme sur laquelle vous êtes, donc en dehors de Facebook ou en dehors d'Instagram. On le sait et d'expérience, dans 99% des cas, c'est des clics qui sont frauduleux. C'est bien pour faire de l'impression, si vous voulez, pour faire de la notoriété, pour générer du trafic. Honnêtement, c'est des fraudes dans tous les sens. On peut tester la qualité des clics. Je pense que chez vous, vous aviez fait une étude, j'en avais déjà lu aussi d'autres. La qualité des clics, honnêtement, elle est déplorable. Pour un annonceur lambda, vous allez dépenser de l'argent à mauvais escient, vu qu'en plus, ça génère un gros volume de clics. Et ce que va faire Facebook, c'est aller mettre de l'argent là où ça clique. Donc, si le volume est frauduleux, Facebook, entre guillemets, ne le regarde pas. Il regarde juste le volume que ça représente. Il va mettre l'argent à cet endroit-là. Et donc, si jamais vous choisissez un petit peu comme du display network, on peut faire une liste d'exclusion en se disant je veux pas être associé à des sites de gambling, des sites d'extrême droite, des sites d'extrême gauche, des sites peu importe à quel niveau. Donc c'est important de prendre en compte l'image de marque de votre entreprise, de voir où vous affichez et effectivement de comprendre sur le réseau sur lequel vous êtes quels sont les efforts qui sont entrepris. Et donc ici les chiffres que tu donnes au niveau de Google paraissent stratosphériques, des milliards de pubs qui sont enlevés, qui sont refusés. Ça montre le volume global d'échanges qu'il y a sur la plateforme. Je l'ai pas sur Facebook malheureusement, mais ça reste important de se dire, c'est pas parce que c'est Google que tout est vertueux, c'est pas parce que c'est Facebook que tout est vertueux. Il y a des limites à prendre en compte et vous ou votre agence, vous devez faire attention à ces choses-là et pas juste vous pencher sur des chiffres, ce qu'on appelle les vanity metrics, en disant on a fait du volume. C'est de comprendre quelle est la qualité, qu'est-ce qui se cache derrière ce volume. Ouais, tu as tout à fait raison. Et c'est justement un point qu'on va reprendre. Vous avez parlé la semaine passée qu'on était en train de prévoir un épisode live de Podium qui traitera de sujets un peu plus de fond et un peu plus revenir sur les basiques. On est en train de préparer ça pour juin, on vous donnera plus d'infos bientôt. Et ce thème fera partie de ce premier épisode live qu'on aura, c'est-à-dire comment se prémunir de la fraude sur ces différentes plateformes. Il y a des petites astuces pour pouvoir le faire, comme ça vous pourriez être un peu plus intéressant dans votre marketing. Justement, vous avez des budgets, vous voulez dépenser chaque euro correctement, bien comment est-ce que vous pouvez faire pour vous prémunir de cette fraude? Et effectivement, comme tu le mentionnais, les plateformes essayent d'avoir un inventaire le plus grand possible et les fraudeurs essayent évidemment d'être dans cet inventaire pour finalement venir gagner les quelques cents au clic ou les quelques cents à l'impression. Donc, il faut s'en prémunir. Ok, eh bien écoute, je te propose qu'on reste alors sur le thème Facebook ici et qu'on passe sur le premier article, la première place de ce podium aujourd'hui, avec Facebook qui arrête son service de podcast moins d'un an après son lancement. Donc ça, comme tu le disais, c'est pas bon pour nous avec notre podcast ici. Comme ça, vous le savez, nous, Facebook Podcast, on avait connecté notre podcast, on l'avait connecté au niveau de la plateforme Facebook.
honnêtement, on l'a vu, Jérôme, hein, ça ne nous a pas ramené un volume de dingue. On avait beaucoup plus de vues sur tout ce qui était justement Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. On avait beaucoup plus de vues là-dessus que sur Facebook Podcast. On l'avait connecté pour dire d'eux, pour tester la plateforme, mais on n'avait pas senti un grand engouement sur Facebook Podcast. Donc voilà, toi, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que cet article nous dit par rapport à ça? Ouais, donc c'est un article de Siècle Digital qui en parlait et ça a été repris un petit peu partout, hein. Donc John Loomer en a reparlé aussi. Lui est beaucoup plus impacté que nous, vu qu'il avait quand même une bonne partie de ce qu'il faisait qu'il mettait directement sur Facebook. Donc il a cru effectivement beaucoup plus dans les podcasts sur Facebook. Sauf qu'après un an, Facebook tire la prise au niveau de l'audio. Il faut le resituer un petit peu dans le contexte. Donc la partie audio, ça vient des usages qui ont changé, qui ont évolué pendant le confinement. Si vous vous rappelez ou si vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas, on vous l'explique. Il y a un réseau social qui s'est développé à ce moment-là, qui était basé uniquement sur la voix, qui s'appelle Clubhouse. Donc c'est une plateforme qui a pas mal fait parler d'elle, parce que dans un tout premier temps, elle était exclusive, elle était uniquement sur invitation, où il fallait un code, il fallait dans une liste d'attente, ce qui est rare et précieux, ce qui est précieux et convoité. Et donc, par rapport à ça, les gens voulaient absolument s'inscrire sur la plateforme. Alors, il y a aussi un prisme déformant, c'est qu'on est dans le milieu, dans tout ce qui est marketing, dans tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, une fois qu'on nous parle d'une nouvelle plateforme sociale, on va la tester. Comme on a parlé de BeReal, entre-temps, je l'ai supprimé. Donc, je me suis désinscrit devant le succès massif de mon réseau. Ici, Clubhouse, même chose. Donc, à partir du moment où j'ai pu la tester, j'ai quand même été dans quelques salles. Donc, on avait des salles de discussion sur des thèmes. Et je me rappelle d'une discussion où c'était le marketing manager de la STIB qui était là, ou la personne qui gère les réseaux sociaux. Donc, c'était intéressant. Mais de nouveau, c'est un petit peu le côté, il se passe quelque chose, ça fonctionne, et puis après, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, Clubhouse est un petit peu dans ce moment de, voilà, on a eu notre heure de gloire. Malheureusement pour eux, d'autres plateformes ont copié les services. Tu peux penser aux Spaces sur Twitter. LinkedIn propose aussi des services de audio. Facebook s'est mis aussi dans le jeu en disant, voilà, il y a quelque chose qui nous dérange et qui gratte un petit peu, on va faire la même chose. Sauf qu'au final, tu as pris l'exemple avec nos podcasts. Je pense que l'usage ou la consommation de podcasts, et de nouveau, je prends plutôt en Belgique que dans le monde, j'ai rarement entendu des gens qui utilisaient un service podcast sur Facebook. Donc voilà, c'était intéressant au niveau technique. Après, ça fonctionne pas. C'est ce qui se passe souvent avec Facebook. On teste des choses. Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, on enlève. Ça fonctionne, c'est comme les Reels, c'est comme les Stories. On le déploie de manière massive. Et donc, généralement, c'est un petit peu toujours le test. Donc, il y avait certaines fonctionnalités audio qui étaient uniquement aux États-Unis. Ça n'a pas pris. On enlève, voilà, on retire la fiche pour tout. Donc, c'est intéressant, je pense, de voir que même Facebook fait des retours en arrière sur certaines choses. Après, ce que dit l'article, c'est que c'est peut-être une volonté de Facebook aussi de se concentrer sur ce que eux considèrent comme étant le futur, comme étant leur nouvel enjeu, qui est le métaverse, d'où le changement de nom, d'où tous les positionnements qu'on entend, d'où tout ce que Zuckerberg peut annoncer pour le moment. Donc, c'est peut-être effectivement le next big thing au niveau de Facebook, plutôt que de se concentrer ou de se dilapider en termes d'attention sur d'autres sujets. Donc, à voir. Je ne sais pas ce que toi, t'en penses au niveau des développements ou par rapport à ça. Mais je trouve ça intéressant que Facebook teste des choses. Et voilà, ça prend pas. Mais au moins, en tout cas, ils l'auront testé. Ils auront copié allègrement ce qui se faisait ailleurs. Donc, à suivre. Il y a peut-être d'autres choses qui vont bouger, qui vont avancer au niveau de Facebook. Ouais, ben écoute, je pense que c'est un peu le lot des grosses boîtes comme ça. Tu peux faire toutes les études que tu veux, mais à un moment donné, il faut le tester en live sur le marché. Et comme des plateformes comme Meta ont tellement de personnes qui peuvent avoir très vite des données qui soient statistiquement intéressantes pour pouvoir dire ça marche pas. Donc voilà, comme tu dis, ils font des tests grandeur nature, ils lancent une nouvelle fonctionnalité sur une partie du monde ou sur certains pays ou d'une certaine manière. Ils voient si ça prend pas. Si ça prend pas, ils enlèvent, ils font une autre itération, ils testent autre chose. T'as vu, Facebook et les autres plateformes sont continuel mouvement. Si tu prends Facebook comme il est aujourd'hui et que tu le compares à 10 ans en arrière au niveau des fonctionnalités, ça n'a rien à voir. Il y a des fonctionnalités, parfois on est déçu de les perdre. Parfois il y a des fonctionnalités comme celle-ci podcast. On se dit, nous ici en Belgique, honnêtement, je connais personne en Belgique qui faisait vraiment un carton sur Facebook Podcast. Si vous nous entendez et que c'était le cas pour vous, venez aussi interagir dans notre prochain épisode. Mais voilà, si ça prend pas, on le retire. Comme tu dis, ils ont d'autres objectifs maintenant. Et c'est en continuel mouvement, continuel renouveau. Ils essaient justement chaque fois de venir mettre d'autres petits blocs pour essayer de conserver justement cette base d'utilisateurs qu'ils ont. On en parlait il y a quelques podcasts de se dire voilà, est-ce que on dit toujours que Facebook est mort et puis non, on voit toujours que ça continue. C'est plus autant qu'avant, mais ça continue à avoir ce nombre d'utilisateurs qui monte.
Et bien voilà, pour garder les utilisateurs sur la plateforme, à un moment donné, il faut se renouveler, il faut amener de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles choses, et podcast en était une. Mais voilà, ça marche pas, il la retire. On a déjà le cas sur Instagram avec d'autres fonctionnalités, donc pas surpris. On a le cas aussi sur Google, hein, au niveau des campagnes, même au niveau des outils publicitaires. Voilà, il y a certaines fonctions qui apparaissent, puis il y a certaines fonctions qui partent. Là, on a des changements qui arrivent ici au niveau des annonces. Pour ceux qui font du Google Ads, vous savez que les annonces classiques ne seront plus là à partir de juin ou juillet, et puis ce sera des nouveaux types d'annonces. Google Analytics, l'ancienne version devient obsolète à partir de l'été prochain, et c'est Google Analytics 4, pardon. Donc, toutes ces plateformes changent continuellement, et je pense que c'est de bonne guerre et c'est normal. Et puis voilà, ils ont testé, ça n'a pas pris, ils changent. Je pense qu'au vu des chiffres et du bilan financier de la semaine passée, ça leur a pas fait trop mal au portefeuille. Donc on ne va pas les plaindre non plus, mais voilà, c'était comme on vous l'a dit, nous ça a jamais été une grande part de notre succès, du tout petit succès du podcast qu'on a. Mais voilà, on l'a testé, c'était pas fou, il le retire. Ça ne nous fera pas un grand trou dans les audiences, on va dire ça comme ça. Donc, mais voilà, c'est le lot des grosses plateformes de tester comme ça. Merci Jérôme, c'était un épisode un peu plus léger aujourd'hui. On était moins dans des articles vraiment de fond compliqués. C'est parfois bon d'avoir des articles là où on peut un peu diverger, on va dire ça comme ça. Et donc, on vous attend la semaine prochaine pour l'épisode 16. Vous allez nous revoir pas mal sur LinkedIn ces prochaines semaines. Comme on vous l'a dit, on est en train de préparer des sessions live. Ça va être super cool, donc on va pouvoir interagir un peu plus avec vous. Plutôt que répondre simplement en commentaire ou en message privé, on va pouvoir interagir avec vous en live. Ça va être sympa sur des thématiques vraiment d'actualité, sur les messages qu'on reçoit le plus en ce moment. On va essayer de compiler tout ça et faire des épisodes qui soient vraiment en lien avec l'actualité que vous vivez et pas toujours l'actualité qu'on voit dans les médias. Ce qui est intéressant aussi, comme ça va pouvoir vous aider au day-to-day. Donc on vous en dit plus bientôt, et on se donne rendez-vous de toute manière lundi prochain. Bonne semaine à tous, salut. Ciao.